Merci de préférer Africa Today pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Dans un instant, les titres. Le centenaire du BIT, Bureau international du travail, se tiendra en 2019. Bien que cette date soit un peu loin avant son arrivée, les autorités guinéennes veulent savoir comment l'avenir du travail et du travailleur se porte dans le pays, d'où la tenue d'une réflexion dans ce sens à Conakry. Ils étaient massés encore une fois devant la base logistique de leur ancienne société ce mercredi. Ces ex-travailleurs de Rio Tinto dénoncent leurs conditions de licenciement et estiment que ce sont des cadres guinéens qui sont à l'origine de cet état de fait. À 13 jours du verdict des urnes aux États-Unis, les candidats sont en campagne en Floride. Un pas décisif, pas question de relâcher les efforts. Côté démocrate, Hillary Clinton met en garde ses partisans contre tout excès de confiance malgré son avance dans les sondages. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Une rencontre de réflexion sur l'avenir du travail en Guinée a eu lieu ce mercredi à Conakry. L'initiative est du département de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, du travail et de l'emploi. C'est une rencontre qui précède le centenaire du Bureau international du travail qui se tiendra en 2019. L'objectif de ce tête-à-tête de Conakry est d'entreprendre un dialogue national pour contribuer efficacement à la réflexion sur l'avenir du travail et du travail. C'est pour faire face aux préoccupations qui persistent dans le domaine du travail, notamment des inégalités sociales, la précarité des services sociaux de base, l'accroissement de l'économie informelle ou encore le sous-emploi, que cette réflexion a été initiée. Il sera donc question d'approfondir les idées sur la place du travail dans la société. Pour la Guinée, il s'agira de procéder à une réflexion qui va ressortir les contraintes liées à l'atteinte du plein emploi décent pour tous, en vue de proposer des orientations nouvelles, notamment pour l'éradication du chômage et du sous-emploi massif des jeunes. Le travail est certes présent en Guinée, mais l'on constate cela souvent en chômage déguisé pour la population. C'est pourquoi Séraphine Wakana, représentante des Nations Unies, a recommandé aux autorités du pays d'écouter les avis des populations. L'essentiel, c'est de dire, voilà, la Guinée est ouverte au dialogue tripartite entre les dirigeants et les dirigés. Et la Guinée est ouverte à entendre les populations et à tenir compte de leurs avis sur les politiques qu'ils vont mener. Donc, je crois que ce qui nous intéresse tous, c'est l'après-atelier. Qu'est-ce qu'on attend de cet atelier? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qui va sortir de ce débat? Et quel est finalement l'accompagnement du BIT et le système des Nations Unies en Guinée? Pour donc améliorer la qualité du travail, les recommandations de cette rencontre permettront au BIT, selon Damantan Albert Camara, de minimiser les inégalités sociales dans le monde du travail. Les résultats qui seront obtenus à l'issue de ce dialogue donneront à l'Organisation internationale du travail des éléments d'orientation très précis et en particulier sur la manière pour faire avancer la cause de la justice sociale. L'organisation de ce dialogue inclusif permettra entre autres, et notamment, de traiter les différentes thématiques que j'ai évoquées et d'adopter une feuille de route et une déclaration finale sur l'avenir du travail en Guinée. Selon le directeur général du BIT Dakar, le travail peut aussi détruire des vies, car plus de 2 millions de personnes meurent chaque année des suites d'accidents de travail et des maladies professionnelles. À un peu plus d'une semaine de la tenue de la 22e conférence des parties sur les changements climatiques COP22, les cadres de l'environnement s'activent pour finaliser les projets à présenter à cette rencontre au Maroc. Une COP placée cette fois sous le signe de l'action et de la mise en œuvre. Explication Aïssata Fofana. Occupé derrière son ordinateur, le point focal national pour la participation de la Guinée à la COP22 scrute les derniers détails des préparatifs. Un rendez-vous de haute portée où la Guinée aura cette année un stand à elle pour vendre l'image du pays. Mais en attendant le jour J, c'est-à-dire le 7 novembre prochain, un panel a été constitué pour échanger sur la contribution guinéenne. Nous avons invité tous les départements qui ont une interaction avec le climat, que ce soit source d'émissions ou puis d'absorption de gaz à effet de serre. À ce titre, les départements ont été répartis en groupes de travail. Et chaque panel a travaillé dans un cadre bien déterminé et souvent un TDR bien établi.
À ce jour, nous avons fait plus de 3 à 4 réunions. Nous tirons vers la fin et bientôt le premier groupe doit quitter Conakry le 31 pour Maroc. Cette 22e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques est placée sous le signe de l'action et de la mise en œuvre des thématiques initiées pour la rentrée en vigueur des accords de la COP précédente à Paris. Tout ce qui a été retenu dans des paquets techniques, des paquets de décision, la COP 21, doivent être orientés vers la COP 22. Donc la mise en œuvre doit commencer avec les grandes décisions qu'on va obtenir au niveau de la COP 22. Au total, 30 000 personnes sont attendues à Babigli, à Marrakech, au Maroc, pour trouver des voies et moyens pour l'atténuation des effets du changement climatique et l'innovation en matière d'adaptation. Justice à présent dans cette édition avec la première comparution ce mercredi au tribunal de première instance de Kaloum du présumé voleur du directeur général de l'agence guinéenne de presse AGP. Le vol s'est produit le 12 octobre 2016 dans un hôtel de la place. Il a visé le sac d'Alpha Cabinet Doumbouya contenant, dit-il, d'objets de valeur, notamment son ordinateur. À l'audience, le présumé voleur a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Les détails avec Diao Bachir. C'est une affaire qui remonte depuis le 12 octobre 2016 lors d'un séminaire parlementaire dans un hôtel de la place. Le présumé voleur s'est minutieusement infiltré en se confondant au personnel du complexe hôtelier. Quelque temps après, le présumé malfrat dérobe et disparaît avec le sac du directeur général de l'agence guinéenne de presse chargé ce jour de faire la communication. Selon la victime Alpha Cabinet Doumbouya, son sac a disparu avec des objets de valeur et autres outils qui lui permettaient d'accomplir sa mission de journaliste. Il revient ici plus en détail sur les circonstances de ce vol. Le 12, quand j'ai été invité pour donner une communication à l'hôtel Kamaen, j'ai fait ma communication effectivement. Il y avait mon sac de travail avec moi. Et pendant la pause, nous avons laissé nos affaires dans la salle où se tenait le séminaire. Le monsieur qui a pris le sac à la suite du visionnage sur la caméra de surveillance, il est habillé de la même façon que les travailleurs de l'hôtel. Et voilà, j'ai porté plainte à la DPJ, les enquêtes ont été engagées. Et il a été arrêté. Le premier responsable de l'agence guinéenne de presse dit se remettre à la justice du pays pour le triomphe de la vérité. Car selon Alpha Cabinet Doumbouya, ce vol lui a causé d'énormes préjudices. Les objets numériques que j'ai perdus, mon outil de travail, il est rentré dans mon intimité, il a ralenti le rythme de mon travail. Depuis le 12 jusqu'à date, mon rythme de travail a changé, vous imaginez, quand on est à la tête d'une structure comme l'agence guinéenne de presse. Je me remets à la sagesse de ceux qui connaissent la vérité. Pour des précautions judiciaires, l'affaire a été renvoyée au 4 novembre prochain. Les travailleurs de la compagnie minière Rio Tinto mis à la porte étaient de nouveau ce mercredi devant la base logistique de la dite société à Koleya. Mais cette fois-ci, il a été demandé aux manifestants par le département de la sécurité de surseoir à la grogne, une demande qu'ils ont acceptée pour multiples raisons vu que le chef de l'État est hors du pays. Cependant, ces frondeurs ont une fois de plus déploré ce licenciement qui conduit certains ex-employés à la détresse et à la maladie. Reportage Omar Sow. Les travailleurs de la société minière Rio Tinto plus que déterminés à être rétablis dans leurs droits. Malgré les différentes démarches entreprises, ces employés disent avoir obtenu 2 points de satisfaction qui ne réconfortent toujours pas leur position. À cet effet, ces protestataires avaient prévu une nouvelle alternative afin de se faire entendre. Mais hélas, sous la demande du ministère de la Sécurité, les grognons ont cédé pour des raisons qu'explique le porte-parole. Pour une fois, depuis qu'on a commencé nos mouvements ici, on nous a jamais demandé une faveur. Mais le président étant absent du pays, le ministre nous a demandé, ou plutôt la direction nous a demandé de surseoir aujourd'hui à ce mouvement-là. Aujourd'hui, au mouvement que nous avons déjà enclenché, de surseoir dessus et d'attendre l'arrivée du président. Parce qu'à son insu, il n'aimerait pas qu'il y ait des problèmes derrière lui. Il y a d'autres échos qui sont sortis. On ne voudrait pas que nous fassions partie
de ces mouvements qui sont en train de se faire ailleurs qu'ici. Un message qui semble tomber dans de bonnes oreilles. Mais ces travailleurs licenciés restent sur leur garde en attendant l'arrivée du président de la République qui est en mission d'État. La deuxième partie, c'est au retour. On va passer des messages, comme on a l'habitude de le faire, on va partager des messages pour le retour du président. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, mais vous allez recevoir des messages pour le lieu du rendez-vous et qu'est-ce qu'on compte faire également. Selon le porte-parole de ces frondeurs, parmi ces employés de l'entreprise minière Rio Tinto mis à la porte, beaucoup sont à l'hôpital dans des états de choc dus au stress créé par ce départ brusque qui leur a été imposé. On a d'autres collègues également qui sont complètement malades aujourd'hui. Je peux le dire, c'est une forme de détresse qui fait qu'aujourd'hui ces collègues-là sont couchés à l'hôpital. Cela fait des mois depuis que ces travailleurs de la compagnie minière Rio Tinto demandent la réparation de l'injustice dont ils sont victimes suite à leur licenciement anticipé. De nouveaux trophées pour des athlètes guinéens dans les compétitions à l'international. Les derniers en date sont de la Fédération guinéenne de Kung Fu. 4 athlètes de cette discipline viennent de remporter 3 médailles de bronze et la coupe de l'équipe Fair Play au 3e championnat ouest-africain de Wushu à Lomé. Ces trophées ont été présentés ce mercredi aux autorités du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Alcénie Diallo. Ils sont 4 athlètes, tous de la gendarmerie nationale, à défendre les couleurs du drapeau guinéen à ces 3e Jeux du championnat ouest-africain de Wushu. Organisé à Lomé au Bénin du 23 au 28 août dernier, cette 3e édition a connu la participation de 8 pays, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso et la Guinée. Nous avons obtenu lors de notre participation, nous sommes partis avec 4 athlètes, on a obtenu 3 médailles, plus le trophée de l'équipe Fair Play. C'était la première fois d'abord que le Kung Fu Wushu sort sur le plan international. Grâce à la coopération entre Pékin et Conakry, 4 autres athlètes guinéens de cette fédération de Kung Fu ont bénéficié de bourses de stage en Chine. Après 3 mois au temple de Shaolin, ces jeunes ont perfectionné leur technique de combat et obtenu des diplômes d'instructeurs. Donc on va faire valoriser le diplôme, en valorisant le diplôme, c'est pour faire une restitution à travers les autres membres de la fédération et les athlètes y compris. En invitant les cadres de cette discipline sportive à diversifier ce sport, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique a promis au nom de son ministre d'accompagner cette fédération de Kung Fu. Nous sommes très heureux de cette performance, de ces médailles-là. Aujourd'hui, c'est la fédération guinéenne de Kung Fu Wushu qui nous revient avec des médailles, avec peu de moyens mis à la disposition de ces fédérations. Et je crois que nous allons inverser la tendance. S'il plaît à Dieu, nous allons nous mettre au travail et nous allons mettre tout le monde ensemble pour que l'entente, la fraternité règne au sein des fédérations sportives nationales. En Guinée, cette fédération compte organiser la 4e édition du Wushu avec la participation de 15 pays de la sous-région pour ainsi faire de Conakry la capitale de ce sport. Les acteurs du livre guinéen devront encore patienter jusqu'en janvier 2017 pour bénéficier du financement du projet Conakry, capitale mondiale du livre. C'est ce qui ressort du passage de Sansika Badiakité dans l'émission Chériculture le week-end dernier. Au dire du directeur général de l'Armat en Guinée, le montant pour le financement ne peut être disponible qu'après la loi des finances prévue en décembre 2016 à Salou-Yambouno. Cette année. Depuis 2015, Conakry a été sacrée capitale mondiale du livre par l'UNESCO, une désignation qui a permis à la Guinée de bénéficier du privilège d'organiser le plus grand événement littéraire de son histoire. Mais depuis cette date, les organisateurs de ce rendez-vous littéraire ne trouvent toujours pas de financement et devront encore garder leur mal en patience. Ce qui était prévu, c'était la loi rectificative de cette année 2016 pour prendre le financement de Conakry, capitale mondiale du livre. Puisqu'il n'y a pas de loi rectificative, donc le financement n'a pas pu être fait. Donc le ministère a réintroduit au ministère du budget une autre proposition pour la loi des finances 2017. Et c'est ce qui est en préparation aujourd'hui. En termes clairs, il faudra attendre jusqu'au mois de janvier 2017 pour obtenir le financement, dit-on. L'inquiétude grandit cependant chez les écrivains du pays. Il me semble, en tant qu'observateur, en tant qu'acteur, que c'est
C'est un événement qui est très mal géré d'abord par la structuration, par le lobbying qui doit forcément accompagner le projet. Et comme ça, si on ne fait pas attention, parce que moi j'avais déjà prévenu tout le monde que si on ne prenait pas les dispositions à temps, qu'on irait vers un échec total. À 3 mois de l'événement, une organisation réussie serait-elle possible pour ce rendez-vous littéraire si le directeur général de l'Harmattan Guinée rassure? Pour Paul Yawa Kamano, il faut une conjugaison des efforts des acteurs du livre. C'est bien possible. Écoutez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est le résultat de 10 années de travail. Donc c'est ça que je voudrais dire aux Guinéens. Si les Guinéens sont décidés à accueillir le monde entier, cette manifestation sera une réussite en Guinée. Si les Guinéens ne sont pas décidés de faire cette manifestation une réussite, ça passera comme vraiment n'importe quel événement. Si on ne fédère pas les énergies, on ne peut pas réussir un grand événement comme ça. Ce qu'il faudrait revoir, c'est d'abord l'implication de tout le monde, mais aussi le professionnalisme dans le travail. Il faudrait qu'on se départisse complètement des séquelles de jalousie et autres, qu'on se donne la main et qu'on essaye de foncer. Le regard du monde culturel guinéen reste désormais rivé sur l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de la loi des finances 2017. La vente de friperies, un commerce pratiqué comme toute autre activité, est aussi bien convoité par de nombreuses personnes. En majorité des jeunes diplômés sans emploi, ces marchands et commerçants se démerdent pour subvenir à leurs besoins. Notre reporter Oumi Kamara a fait un tour dans le grand marché de Madina pour rencontrer certains vendeurs de ces habits de seconde main. Suivez son reportage. Ici, nous sommes au grand marché de Madina, le plus grand centre de négoce du pays. À Madina, les articles de tout genre se vendent souvent à des prix abordables. Dans cet espace, un endroit est réputé pour son ambiance, c'est Bordeaux. Ici, jeunes, femmes et même adultes se côtoient en longueur de journée. Dans ce coin se vendent des habits de friperie. En majorité, des diplômés sans emploi, c'est à Bordeaux qu'ils arrondissent les angles. Je ne dis pas que je satisfais ce besoin à 100%, mais quand même les besoins essentiels, ça quand même je parviens quand même à surmonter cela. J'ai pris le logement pour moi-même, je me nourris pour moi-même, je m'habille moi-même. Investissant la chaussée, parfois travaillant en équipe sur une table, ces jeunes font tout pour attirer la clientèle, exhibant des habits par-ci et séduisant les clients par-là. Tout ça pour dire avoir la bonne qualité, échantillon, comme on le dit, et les clients ne disent pas le contraire. On s'associe pour faire la force. Prête à vraiment qui fait pas le temps. Donc on préfère de venir chercher les pantalons friperie. À chaque fin de mois, on vient vraiment trouver les Bordelais pour chercher les pantalons. Un peu plus loin des Bourhaha, il est flanqué un magasin grossiste. Pour le magasinier, il invite les jeunes sans emploi à venir travailler en vendant de la friperie ou donkafele. On a fait des années qu'on est en train de faire ce travail-là. On priait à tous les jeunes et qui n'ont pas de travail d'être à côté et venir prendre des habits qu'on travaille ensemble. Si les friperies ou les donkafele, comme on les appelle en Guinée, coûtaient 3 fois moins cher que les prêt-à-porter, il y a quelques années, vendeurs et acheteurs crient à la flambée de leur prix, comme pour dire que ces habits font aussi la convoitise des mains. Le henné, autrement appelé lali en Soussou, est un produit obtenu à partir des feuilles d'un arbre appelé Lawsonia inermissa. Ces feuilles, après quelques transformations, procurent de la poudre de couleur verte, une poudre qu'utilisent beaucoup de femmes pour embellir les mains et les pieds. Le henné et ses vertus, c'est dans ce reportage de Salematou Baldé. Convoité par bon nombre de femmes, ce produit d'origine africaine et indienne est utilisé dans l'embellissement des ongles des mains et des pieds, mais également dans la coloration des cheveux. Sa préparation demande des petites règles pour l'obtention du résultat satisfaisant. Quand vous préparez avec de l'eau tiède, un peu de sucre, vous attendez jusqu'à 1 heure, 2 heures. Après vous utilisez, ça donne très bien maintenant. L'embellissement et le soin des ongles pour certaines femmes émanent de l'utilisation des vernis à ongles et de faux ongles de toutes les couleurs. Mais pour d'autres,
L'application du henné sur les doigts est la meilleure astuce de beauté pour une bonne femme musulmane. Le henné est bien pour la prière. Moi, je n'utilise que ça. Une personne qui prie régulièrement ne doit jamais fixer les faux ongles ou mettre du vernis sur les ongles. Quand tu mets le vernis, quand tu fais l'ablution, ça ne peut pas prendre tes doigts. Donc c'est pour que les vernis ne sont pas bons. Avec le henné, c'est très important. Quand tu mets, c'est très bon. C'est l'herbe de la parole. Astuce de beauté pour les femmes, le henné est également considéré comme arme de séduction pour cette couche féminine. C'est ce que moi j'aime. Parce que je suis musulmane, c'est ce qui est recommandé. Et pour séduire aussi mon élage, c'est tout. C'est comme ça, je fais les mouvements devant elle, devant lui. Le henné n'est pas seulement aimé que par les femmes africaines. Sa valeur se reconnaît d'ailleurs beaucoup plus en Inde lors des cérémonies de mariage et religieuses. Aux États-Unis, J-13 avant les élections présidentielles, les candidats sont dans les stade Kingsbox et jettent leur dernière force dans la bataille. En Floride, c'est un pas décisif pour le scrutin et malgré une avance très confortable dans les sondages, Hillary Clinton appelle ses supporters à la prudence. Regardez. Les meetings s'enchaînent dans l'État clé de Floride, tandis que Donald Trump accumule les coups durs. Dernière en date, Colin Powell, ancien secrétaire d'État de George W. Bush, a annoncé qu'il allait voter pour Hillary Clinton. Il estime que le candidat républicain est une honte nationale. Déjà affaibli par de multiples scandales sexuels, Donald Trump doit faire face à de nouvelles révélations fracassantes. Michael Gross, un journaliste qui a suivi le milliardaire dans les années 80, affirme que durant cette période, le candidat républicain organisait des orgies avec des mannequins mineurs au Plaza Hotel à New York. Des soirées où l'on trouvait aussi beaucoup de cocaïne. Pas question pour le républicain de se déclarer vaincu pour autant. Sa stratégie, multiplier les critiques à l'attention de son adversaire. On devrait se concentrer sur Daesh, pas sur la Syrie. Avec son plan, on va finir avec une 3e guerre mondiale en Syrie. La favorite Hillary Clinton, elle, ne veut pas crier victoire trop tôt. La Floride, 3e État le plus peuplé du pays, est un État décisif pour la présidentielle. En 2000, c'est là que s'était joué à 500 voix près l'élection qui opposait George W. Bush à Al Gore. Selon les experts, une forte participation le 8 novembre pourrait entraîner un raz-de-marée démocrate, tandis qu'un faible taux profiterait à Donald Trump. L'ancienne secrétaire d'État appelle donc les électeurs de Floride à aller voter massivement. J'espère que vous irez voter, ce sera une élection serrée, ne faites pas attention aux sondages, ne soyez pas trop confiants, car nous devons encore inciter les gens à voter. Les bureaux de vote sont déjà ouverts dans plusieurs villes du pays, à l'instar de Miami, et certains se sont déjà rendus aux urnes. C'est le cas de Justin Timberlake. Le chanteur a d'ailleurs publié un selfie dans l'isoloir à Memphis. Problème, la loi interdit depuis 2015 de prendre des photos dans les bureaux de vote dans le Tennessee. Après la présidente brésilienne, c'est au tour du leader vénézuélien d'être sur la scénette. Le Parlement a donné son feu vert hier à l'ouverture d'un procès en destitution contre Nicolás Maduro pour manquement au devoir de sa charge. L'accusé dénonce un putsch parlementaire. Suivez. Nicolás Maduro riposte, le président vénézuélien dénonce une tentative de coup d'État parlementaire. Quelques heures plus tôt, le Parlement contrôlé par l'opposition de centre-droit a voté en faveur d'un procès en destitution. Nous voterons sur un possible procès criminel contre M. Nicolás Maduro, un procès politique contre M. Nicolás Maduro. Cette commission commencera aussi à enquêter sur le sens de l'abandon de son mandat, comme cela est mentionné dans la Constitution. Le Parlement entend entamer une procédure en destitution pour manquement à la fonction présidentielle. Ces 2 derniers jours, les grandes figures de droite ont rejeté les offres de dialogue lancées par le gouvernement socialiste. L'opposition appelle ce mercredi à d'importantes manifestations en faveur de la révocation du président. À Caracas, devant une foule de sympathisants, Nicolás Maduro a donc décidé de contre-attaquer en annonçant un conseil de défense nationale pour évaluer la décision du Parlement. Aux gouverneurs de l'opposition qui ont une pensée démocratique, aux maires et aux députés de l'opposition, il est temps d'être courageux et de dire si nous sommes d'accord avec le dialogue, si nous sommes d'accord avec la cohabitation entre les Vénézuéliens, nous voulons la paix.
L'opposition accuse le président, héritier politique d'Hugo Chavez, d'avoir plongé ce pays, pourtant producteur de pétrole, dans une crise économique et politique sans précédent. Avec la chute des cours du brut, le Venezuela s'est retrouvé dans une situation économique désastreuse. Les habitants manquent de tout, 80% des aliments sont objets de pénurie. L'inflation y est la plus élevée au monde, une crise qui a rendu Nicolás Maduro, élu en 2013, très impopulaire. Plus de 6 Vénézuéliens sur 10 se disent prêts à voter en faveur de sa révocation. Ainsi prend fin ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve demain sur Africa Today. Au revoir.